se rappeler, on a 3 associations. Indépendance 21, qui a été créée par Christian en novembre 2004, elle a 18 ans. En 2012, on a créé Dépendance 21 Loisirs, et on parle communément des loisirs parce que c'est plus simple et plus clair pour tout le monde. On a créé cette deuxième asso où personne ne parle de problématiques de santé en général, ni d'addiction, ni de rien. On y va pour passer du bon temps, ça c'est la règle. Et puis la troisième association, qui a été créée en 2019, je l'ai créée avec Christian, c'est Dépendance 21 Famille. C'est un lieu pour les familles. Dans le quotidien de nos groupes de parole, tout le monde est autour de la table, et les familles et les malades. Maintenant, on a un devoir de prudence, un devoir de précaution. C'est-à-dire que, en l'occurrence, dans un service d'hospitalisation, on a des patients qui ont chacun leur fragilité, chacun leur vulnérabilité, et faire intervenir des personnes qu'on n'a pas recrutées nous-mêmes, qu'on n'a pas formées nous-mêmes, c'est aussi faire une prise de risque vis-à-vis de la prise en soin. Et la première étape de l'intervention de Dépendance 21, ça a été aussi de s'assurer de la posture des intervenants et que cette posture ne vienne pas en rivalité ou de façon redondante avec les soins. Et il fallait que ça soit parfaitement complémentaire. Et ça, au niveau médical, c'était peut-être l'inquiétude qu'on avait, c'est d'avoir une intervention d'une association de patients, une intervention d'anciens patients qui ne soit pas totalement en adéquation avec le projet thérapeutique du service. Et l'expérience nous a montré que c'est aussi, ça fonctionne très bien parce qu'il y a une discussion et qu'il y a une entente. Et s'il n'y avait pas d'échange, ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut aussi cet échange entre l'association, entre les intervenants et les médecins. Quand j'ai créé l'association, je pense qu'on m'a perçu comme quelqu'un qui allait prendre la place de certaines personnes. J'ai très vite démontré que c'était pas ça. Moi, je suis pas là. Je suis pas médecin, moi. Je suis pas professionnel de la santé. Mais je suis quelqu'un qui est passé. Il y a une très très grosse évolution au niveau de la dictologie, dans les concepts, dont je n'ai pas parlé avant. Une énorme évolution, c'est qu'il y a 30 ans, c'était considéré comme une maladie aiguë. Désormais, la dépendance, la dictologie, ça rentre totalement en tant que maladie chronique. Et on se retrouve avec la même problématique que dans toutes les maladies chroniques. Dans le diabète, dans l'hypertension, dans le cancer, dans les maladies neurodégénératives. On a en permanence une très forte sollicitation de l'entourage. Mais cet entourage, il n'a pas été formé à prendre en charge, à aider ses patients au quotidien. Il y a souvent un problème de posture. Est-ce que je suis soignant? Est-ce que je suis époux? Et en même temps, on va avoir très rapidement de l'épuisement qui va se mettre en place chez ces soignants. Et ça, c'est caractéristique de toutes les maladies chroniques. Et là où on va avoir un bénéfice supplémentaire, c'est que ces soignants ont besoin d'avoir un lieu pour s'exprimer, pour tirer parti aussi de l'expérience des autres, mais arriver aussi à vider leur sac quelque part, mais dans un endroit où ils peuvent s'autoriser à le faire. Par définition, on ne peut pas le faire au sein de la famille, parce que le patient fait partie de la famille, et les autres membres de la famille sont aussi impactés et sont aussi épuisés par la situation. Donc il faut un milieu qui soit non jugeant, qui soit neutre, et qui soit bienveillant, je dirais. Donc ça, c'est toute la place qu'on peut avoir avec les réunions et tout ce que va mettre en place Dépendance 21, en l'occurrence, pour les familles, et dont on voit le bénéfice, nous, dans la dynamique familiale. Quand je suis sorti de cure, je n'avais pas tous les atouts en main, compte tenu de tout ce que j'avais perdu en intégralité. Je suis sorti avec beaucoup de problèmes, et là, c'était pas évident. Je me suis senti isolé. Je me suis senti laissé seul dans la nature. On ne m'avait pas proposé personne. Alors, il n'y en avait peut-être pas trop à cette époque-là, ni psychologue, ni avec tous les moyens qu'il y a maintenant. J'ai fréquenté une association où j'ai fait beaucoup de groupes de parole. J'ai beaucoup côtoyé les malades et j'ai beaucoup côtoyé les anciens. J'estime que tout le monde n'a pas les mêmes épaules et beaucoup auraient pu rechuter avec un tas de problèmes et être tout seul. Surtout quand tout le monde nous tombe dessus, comme les huissiers et autres. Ça, c'est clair et net de ce côté-là. De là, après ces années de réflexion, je me suis penché sur les rechutes, les réalcoolisations. Moi, la réalcoolisation, c'est autre chose que les rechutes.
complète. Je me suis orienté aussi sur le social. Je me suis orienté sur les gens qui perdaient leur logement, comme moi, qui étaient expulsés. Et comme la sortie a été compliquée, j'ai créé Dépendance 21. J'ai eu 2 grosses alcoolisations en fait dans ma vie, de 19 ans à 25 ans à peu près, et ensuite de 38-40 ans on va dire jusqu'à 46 ans. Voilà. C'est de l'ordre de l'intime, et dans les groupes, ce qui est très agréable, c'est qu'on sent une confidentialité. On sait que ça va être confidentiel et on a confiance. On prend la confiance assez rapidement d'ailleurs dans les groupes, et ça nous permet de s'exprimer aussi, de se lâcher, de se libérer et puis d'avancer. Donc j'ai réussi à être abstinent à partir d'octobre 2019, quoi. Assez rapidement, le temps d'avoir effectivement ce fameux déclic, et il faut qu'il vienne, enfin il doit venir de moi, il ne devait pas venir d'ailleurs, quoi. D'ailleurs, Christian de Combars, c'est ce qu'il disait aussi quand il m'a reçu la première fois: je te donne pas de date. T'as pas de date pour être abstinent, ça viendra quand voilà. Le principal, c'est de venir en groupe et de travailler. Le fameux travail, c'est en fait, c'est réfléchir sur notre relation, tant avec le produit ou le comportement, c'est pareil. Dans les groupes de parole, il y a les familles. Et les familles sont là aussi pour parler de leur vécu. Et l'idée qu'a la famille de la maladie, c'est très intéressant pour moi. Et le lien entre les familles et les malades pendant les groupes, ça permet aussi de voir chaque point de vue. Et de renouer quelquefois un dialogue ou quoi sur la substance, et de déculpabiliser aussi le malade et la famille, parce que la famille se sent complètement impuissante. Qu'est-ce qu'elle y peut? Au contraire, elle est moins bien placée pour réagir en fait. Je pensais pas en arriver là en fait quand je suis rentré à l'assaut. Je pensais vraiment être là pour aider maman, et moi rester un peu en retrait, juste comprendre un peu les mécanismes de l'addiction. Je pensais pas m'investir autant en fait. Où j'ai été surprise en fait, c'est que je pensais venir pour ma mère, mais en fait au final je suis venu pour moi. Quand on a pris chacune une direction différente, donc là Christian m'a permis d'être modératrice, et en fait au final c'est ce qui a sauvé notre relation, parce que on avait chacune notre truc, chacune notre place dans l'assaut, et quand on se voyait à l'extérieur, on parlait pas d'addiction. Qu'à l'association, en fait, on se moque du pourquoi du comment. Ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aux personnes à vivre avec l'addiction au quotidien, quoi. C'est ce que je dis à Christian rigolant, je dis: mais l'association, ça sauve ma relation avec ma mère, quoi. Je suis passé de la colère à la compréhension. On veut que les personnes, en fait, quand elles viennent ici, elles vident leur sac et elles repartent légères, quoi. Donc oui, on peut dire que c'est une boussole, quoi. Après, pour moi, c'est un peu le piège aussi. Je me dis qu'une fois qu'on arrive à Dépendance 21, on n'en porte plus, quoi. C'est ça. Oui, alors c'est les addictions comportementales, jeu d'argent, addiction à la pornographie, ça peut être le sport, ça peut être le travail. Ensuite, on a les addictions avec produits, avec substances. Donc là, ça va du tabac jusqu'aux drogues comme la cocaïne, les nouvelles drogues de synthèse, les nouveaux produits de synthèse, en passant par l'alcool, bien entendu, et le cannabis pour les plus répandus. On bosse vraiment toutes les addictions. Ça touche vraiment tous les milieux, tous les âges. Le plus jeune a 12 ans, et que ce soit des riches, des pauvres, peu importe, ça concerne vraiment tout le monde. Il n'y a pas de profil particulier. On va petit à petit glisser parce que ça nous fait du bien. Et comme ça nous fait du bien, on va y retourner. C'est vraiment un anxiolytique, donc que ce soit l'alcool ou les drogues. Donc le fait de pouvoir expliquer comment ça se passe dans notre biologie, au niveau de nos neurones, ça va permettre de déculpabiliser les gens. Ça va permettre de leur rendre un petit peu la dignité qu'ils avaient perdue. Pour nous, l'addiction, c'est le symptôme. C'est le symptôme. C'est pas le produit en lui-même qui est une problématique, c'est que cette consommation qui est devenue nocive, qui est devenue pénible, c'est le symptôme de quelque chose qui dysfonctionne dans la vie de la personne. Il faut quand même pouvoir avoir une approche globale. Initialement, on considérait l'addictologie comme le problème d'un produit. On se focalisait sur un produit, on se focalisait sur une personne qui était victime d'un produit. Et depuis une vingtaine d'années, désormais, le concept a évolué vers plutôt une personne
qui a une difficulté avec ses propres facteurs, avec son environnement et avec sa rencontre avec un produit. C'est Oliver Einstein qui disait très bien ça, c'était la rencontre d'un produit, d'une personne et d'un moment socioculturel. Il y a une approche qui est neurobiologique, avec notamment tout ce qui est pris en compte des circuits neurologiques et notamment du circuit de la récompense. Parce qu'il y a beaucoup d'études, notamment des études assez récentes d'imagerie fonctionnelle, qui ont identifié des structures cérébrales qui ont été impactées, dont le fonctionnement est modifié par la mise en place d'une dépendance. Dépendance à un produit ou dépendance comportementale. Ça, on arrive très bien à identifier, notamment c'est le cortex préfrontal, et puis c'est certaines structures impliquées dans le circuit de la récompense, qui est bien connu, avec une substance maîtresse qui est la dopamine, qui est vraiment l'hormone du plaisir. Le circuit de la récompense et du plaisir, ça tout le monde l'a bien intégré. Il y a le circuit de l'inhibition et du contrôle. Mais le jour où je suis rentré dans l'addiction, ce circuit du contrôle et de l'inhibition va être complètement chanté du système, va complètement être écarté, et le voyant va rester tout le temps ouvert. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Et ça rentre plus dans la mécanique des différents circuits neurologiques. Donc en restant simple, c'est vraiment pas qu'une histoire de volonté. Il y a cette partie-là, on peut pas faire autrement, quoi. On peut apprendre à le contourner. J'ai un bénéfice personnel, individuel, à arrêter mes conduites de dépendance. Et là, on va avoir vraiment une approche qui va être beaucoup plus constructive en termes de soins. Je pense que c'est une partie des rôles de l'association des patients, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des visions, parce que, par principe, un patient qui est dans la dépendance, il a des œillères, et il va s'interdire il ne va pas s'autoriser à aller de partout, à penser à tout. Voilà. Le jour où j'ai pris conscience, eu le déclic que je laissais ma famille dans l'embarras, que je laissais ma famille dans les dettes, que je laissais ma famille avec plus rien du tout, hormis hébergé comme ça dans un foyer, j'ai décidé de faire un soin. Donc moi-même, je me suis dit, mais Christian, toi t'as avancé, mais ta femme, personne ne l'a aidé. Et je dis personne, que les choses soient bien claires. Et du coup, je me suis dit, je vais réfléchir autrement. Et c'est là que j'ai commencé de travailler, le malade et la famille. Alors la famille, pour moi, fait partie du rétablissement. C'est incontournable. Au début, je me suis dit, mais ils vont s'engueuler, ça va être le bazar. Mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ça se passe autrement. Ce que je veux dire à mes adhérents, c'est que très rapidement, ils s'intègrent dans l'association. Mais très rapidement. Je sens ce bien-être. Qu'est-ce qu'ils veulent les familles? C'est une écoute. C'est 20 minutes. Et on les soulage, là, c'est 20 minutes. Et on va se dire les choses, on avance dans l'intérêt du malade et des familles. Donc, à force de groupe, je me suis rendu compte qu'en fait, on réfléchit sur soi. Sur notre relation à l'alcool, et là je m'étais dit qu'effectivement le plus simple pour moi c'était l'abstinence, aucune gestion. Au moins c'était bien plus simple, parce que ne serait-ce que reprendre un verre, il y a toujours un risque. C'est exactement ce qu'a apporté l'association en fait, hein. C'est un soutien, de 2-3 fois par semaine, on va dire, où on peut parler de ça justement, pendant les groupes, et pour reprendre en fait une vie normale. On est tellement mieux maintenant qu'on l'était auparavant. Je progresse encore tous les jours, et à chaque groupe je vais progresser sur ce que m'apportent d'autres personnes, effectivement, et encore leur vécu. Et aujourd'hui je travaille plus sur mon comportement, que ce soit au travail ou dans la vie courante. Faire changer les mentalités en leur faisant comprendre que c'est une maladie. Même moi, par rapport à mes proches, ils ont du mal à accepter que ce soit une maladie. Pour eux, les personnes qui font ça, elles sont conscientes de ce qu'elles font, c'est parce qu'elles le veulent bien. Alors que là, quand on tombe dedans, c'est pas parce qu'on le veut, quoi. C'est pas une histoire de volonté, ici on le sait très bien, de tout. Si c'était que ça, ce serait trop facile, quoi, justement. Si on s'adresse à à l'homme de la rue et qu'on lui demande qu'est-ce qu'il pense des soins en addictologie, il va parler presque d'incarcération, parfois on entend ça, ou en tout cas d'internement, on va parler de camisole chimique, on va parler de centre de désintoxication. Et pour permettre à ces patients quand même de s'autoriser à soigner, il faut avoir un discours qui soit crédible. Et ce discours crédible,
là où on a vraiment un grand intérêt vis-à-vis des associations de patients, et en l'occurrence Dépendance 21 qui intervient chez nous, c'est justement d'avoir cette parole de « je connais la position, je l'ai vécue, et voici comment j'ai compris les soins, et voici comment je les ai vécus ». Et ça, c'est quelque chose qui va permettre aux patients de dépasser simplement ces constructions qu'ils vont avoir, et puis on a peur de l'inconnu. Si on a peur de tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on ne connaît pas. Et le fait de rencontrer directement quelqu'un de l'association dans le service, ça permet de lever ça. Et on n'est plus dans « je vais voir l'association des Dépendance 21 », c'est « on va voir, je vais voir Lionel, je vais voir Christian, je vais voir… » Et là, on a quelque chose d'affectif, d'humain qui se met en place. Si on a une réalcoolisation, les gens peuvent téléphoner, revenir tout de suite à l'association. Et voilà, donc on est avant, pendant, après. Pendant le soin, les personnes peuvent nous téléphoner en disant « Christian, je sors le 27, je reviens directement le soir parce que j'en ai besoin », ou etc. Puis dans le suivi, ici j'ai des gens qui ont 12, 13, 15 ans d'abstinence, moi j'en ai bien 26. Et souvent, comme on a des bons retours, ça les met très à l'aise. Par contre, je veux juste préciser un truc, tout partout où je vais, c'est pas moi, Christian Descobards, qui fait le boulot, c'est non. C'est toute mon équipe, c'est tous mes adhérents et c'est tous mes modérateurs. Et sans eux, aujourd'hui, je fais rien. On a aussi un cabinet d'avocats qui est là depuis le début de l'association. C'est important parce que quand on finit toujours par avoir des problématiques avec la justice, quand on conduit alcoolisé ou sous-produit, donc voilà, c'est aussi des problématiques judiciaires parce qu'il y a du divorce derrière, il y a de la garde d'enfants, il y a tout ça qui est en jeu, donc c'est important d'avoir des partenaires. On travaille avec l'administration pénitentiaire aussi, on travaille avec les mandataires judiciaires pour pouvoir apporter des solutions. Parce que quand quelqu'un est rentré dans la consommation de produits, qu'il a tout lâché, perdu son travail, etc., il faut pouvoir accompagner sur tous ces axes-là. On a des liens assez étroits, on travaille avec les médecins généralistes, on travaille avec les psychologues. C'est important qu'il y ait tout ce maillage-là parce que nous, on reste au niveau associatif, on n'a pas à déborder. Là, maintenant, on centaurise tous les profils de patients et on décline sur toutes les dépendances. Là où historiquement, on était vraiment que sur l'alcool, maintenant, sur des patients cocaïne, sur des patients jeunes, sur des patients sur les addictions comportementales, on va s'autoriser à les adresser à des associations de patients. Quand Dépendance 21 est intervenue pour la première fois dans le service, on a fait un pari en disant que ça va être bénéfique pour les patients. On est 6 ans après, le pari est totalement remporté.